un peu pour ça qu'on est aujourd'hui avec toi, Larry, pour échanger avec toi puis apprendre Exact. de ton expérience. Échangeons. Est-ce que tu pourrais peut-être juste débuter avec un petit peu qui est-ce que tu es, puis qu'est-ce qui a forgé le Larry Vinette aujourd'hui? OK. Eh bien, moi, je suis quelqu'un que ça fait 30 ans qui est maintenant dans l'industrie du fitness, puis je suis vraiment tombé par accident là-dedans. Moi, j'étais un athlète, je faisais du snowboard dans le temps. Puis, il y a une année que je me suis cassé 2 fois la cheville en faisant du skateboard, en faisant du snowboard. Puis, j'ai été au Gold's Gym à Montréal pour réhabiliter ma cheville. Puis, j'ai pogné la piqûre de l'entraînement à partir de là. Et puis, moi, je suis un passionné. Dans n'importe quoi que je vais dedans, je vais comme 100%. Donc, j'ai juste voulu en apprendre de plus en plus sur l'entraînement parce que je faisais des gains quand même assez rapidement. Et puis, moi, c'était tout le temps dans le but de retourner sur les pentes puis faire du snowboard tous les jours professionnellement un peu partout dans le monde. Ça, c'était mon rêve. Là. Si tu m'aurais dit, il y a 30 ans, tu vas être ces covers de magazines de bodybuilding, j'aurais dit, t'es fou, là, je suis vraiment pas là. J'avais des dreads sur la tête, je n'étais vraiment pas le gars fitness sur des covers de magazines, vraiment pas. C'était qui ton idole dans ce temps-là, au niveau du snowboard ou du skateboard? Craig Kelly en snowboard, puis en skateboard, écoute, il y en avait tellement, mais moi je ridais une planche Jason Jesse de Santa Cruz. Mon premier tatou que j'ai sur mon épaule, c'était le design de skateboard de Jason Jesse. Et puis, écoute, j'ai fait ça longtemps, je me suis pété à la gueule assez souvent. qui est la raison pourquoi j'ai un bas de dos scrap ces jours-ci. C'est pas le bodybuilding, c'est pas l'entraînement, c'est des sports que j'ai fait avant ça. Et puis avant ça, ben, j'ai été moniteur de ski pendant bien des années. Fait que j'ai été pédagogue dans le monde du sport à un très jeune âge. Et puis, ben, c'est ça, dans le gym, j'ai commencé à faire des gains assez rapidement. Puis le monde dans le gym me dit « Hey, écris-moi donc sur un morceau de papier, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu fais comme workout, ça a l'air à bien marcher pour toi. » Puis je commençais à charger 10$ à mon année, puis j'ai commencé à faire de business. Puis je dis « Écoute, j'aime pas mal ça, puis le monde que j'entraîne ont des bons résultats. Je vais commencer à approfondir mes connaissances. » Puis moi, j'étais chanceux. J'ai connu Charles Poliquin bien de bonheur. Quand il a commencé à donner des séminaires ici à Montréal, j'étais un des premiers. Éric Falstro était là aussi d'un premier. On était une couple de chanceux qui ont comme... On a tombé sur comme un gars qui avait vraiment une bonne tête sur ses épaules, parce que dans le temps, on regardait les Muscle Magazine, on regardait Muscle and Fitness, Muscle Mag, puis ben, ce pro-là fait ça, on va faire la même affaire, puis on se rendait compte que ça ne marchait pas pantoute, là, puis on ne connaissait pas trop le côté pharmaceutique de la chose, fait que nous autres, on pensait, hey, on doit manger pas assez de calories, donc on s'empiffrait. Puis ça a donné que j'ai été me faire certifier comme entraîneur, puis ça, je me suis rempli le crâne de toutes les connaissances que je pouvais avoir, puis à chaque fois que Charles était dans les parages, souvent, on voyageait pour aller voir Charles, parce qu'il se promenait un petit peu partout dans le monde. Il n'était pas tout le temps à la même place. Fait que souvent, Charles était bien gros sur if you want to learn more, you gotta, if you want to earn more, you gotta learn more. Fait que, on dépensait de l'argent, puis on apprenait des cours, puis on se rendait tout le temps compte d'un cours qu'il n'y avait pas beaucoup de monde des fois. Puis on se rendait compte que, Chris, dans l'entraînement ici au Québec, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'intéresse au point d'investir de l'argent, des connaissances. Fait qu'on était un petit peu en avant du pack pendant un bon bout de temps. Et puis, j'ai fait ça à temps plein. J'ai commencé à être entraîneur à temps plein. Et en même temps, je continuais à faire mon rôle d'athlète, mais maintenant, c'est en bodybuilding. Fait que par un pur hasard, j'ai eu une job comme entraîneur dans un gymnase. Puis quelqu'un dans le gymnase qui s'entraînait pour un concours. Puis il dit « Hey, tu devrais peut-être faire le même concours que moi parce que tu serais peut-être capable de gagner ta classe. » Moi, j'avais pas encore pensé de faire des concours, mais je m'entraînais parce que j'aimais ça. Puis, c'était une meilleure shape, mais faire des concours, un stage, j'étais comme pas sûr. Puis, je dis, ben, écoute, je vais dormir là-dessus, puis je vais voir demain. Puis, le lendemain, je dis, OK, je vais le faire. Qu'est-ce que ça implique, disons, faire un concours de bodybuilding? C'est pas seulement de s'entraîner au gym. J'imagine qu'il y a d'autres choses. Il faut que tu arrives prêt à cette compétition-là. Il faut que tu apprennes des moves. Ouais, écoute, c'est une grosse discipline où non, contrairement à n'importe quel autre sport où bon, tu joues ta game de hockey, puis tu vas aux pratiques, puis le reste du temps, tu as une vie. Le bodybuilding, c'est quasiment 24 heures sur 24. Fait que c'est vraiment, bon, ben, tu t'entraînes, il faut que tu donnes ton 110% dans l'entraînement pour vraiment avoir des changements.
Puis en dehors du gym, il faut que tu relaxes le plus possible. Il faut que ta récupération aille pour te faire rendre, t'hypertrophier ton muscle, devenir plus gros. Fait que là, c'était vraiment, on s'entraîne comme des malades dans le gym. En dehors du gym, on relaxe, on mange, on se repose, on essaie d'avoir le moins de stress possible. Et puis, c'est une question de timing. Bon, tu as un certain nombre de temps. Puis c'est sûr, moi, mon premier concours, moi, je me suis tout le temps suivi moi-même. Fait que le premier concours, c'est comme, OK, je vais essayer de trouver des connaissances au point de vue de l'entraînement de compétition. Je ne connaissais pas ça. Puis j'ai quand même été pas pire ma première fois, parce que le premier concours que j'ai fait en 1994, je suis arrivé premier de ma classe. J'ai battu le gars qui m'a comme poussé à faire le concours. J'ai gagné toutes catégories. J'ai gagné le meilleur poseur. Fait que là, c'est comme, hey, c'est donc bien le fun, ça, tu sais. Fait que je vais continuer là-dedans. J'ai pris une année off pour grossir un petit peu plus, parce que moi, venir cut, c'était quand même relativement facile, parce que j'ai quand même une bonne discipline, ça bouffe. Je ne suis pas un gars qui est bien gourmand. Donc, moi, c'est plus quand j'essaie de prendre la masse musculaire dans l'off-season où il faut que je m'empiffe de bouffe, que là, j'ai vraiment de la misère, parce que si tu as un gros appétit, ça va bien, mais si tu n'as pas un gros appétit, tu essaies devant ton assiette, puis il faut que ça rentre, puis tu ne peux pas comme je vais faire quelque chose d'autre pour que j'y pense pas, que j'ai faim. Et là, tu n'as pas le choix de la manger, ta bouffe, puis là, ça ne veut pas avaler. Puis là, du force feeding, c'est vraiment pas plaisant. J'imagine que pour moi, si tu force feed aussi, il doit y avoir quelque chose que tu peux faire pour mieux digérer, parce que j'imagine que si tu n'es pas dans l'état de vouloir nécessairement manger ou digérer ça, c'est important de l'assimiler aussi. Fait est-ce qu'il y avait quelque chose que tu faisais pour ça? Ben, dans le temps, on n'avait pas ces connaissances-là. Fait que plus tard, oui, on a connu les enzymes digestives, la bétaine-hydrochloride qui augmente l'acide hydrochlorique dans l'estomac pour justement assimiler ta bouffe. Parce que dans le temps, on disait « you are what you eat ». À ce moment, on dit « you are what you assimilate ». Mais dans le temps, on ne pensait pas au gut. Tu sais, le gut, peut-être les derniers 10 ans qu'on en parle pas mal plus, mais dans le temps, la perméabilité de ton estomac, puis tout ça, on ne parlait pas de ça, on ne connaissait pas ça, on n'était pas rendu là encore. Fait que c'était vraiment de base. Puis des gars comme Charles Poliquin ont amené un petit peu de IQ dans tout le monde de l'entraînement avec des preuves. T'sais, lui, il était bien gros sur, bon, ben, qu'est-ce que tu as accompli dans la vie? As-tu des preuves? Tu fais un bon job? Le success leaves clues, comme il disait tout le temps. Fait que lui, ben, si tu avais des résultats, ben, il te respectait. Il faut que tu ailles chercher ces résultats-là en quelque part. Fait que j'avais une soif de connaissances épouvantables. Fait que je me suis mis full blast là-dedans. Et puis, j'ai commencé à entraîner du monde pour des compétitions de physique. Dans ce temps-là, il y avait deux catégories. Tu avais bodybuilding, puis plus tard, il est venu fitness avec les routines. Il n'y avait pas de figure, il n'y avait pas de classic body, il n'y avait pas de physique. Il n'y avait rien de ça. Fait que ça finissait pas mal plus de bonheur, les concours. Mais tu avais quand même pas mal d'athlètes aussi. Et puis, j'avais du succès avec mes athlètes. Fait que là, parce qu'au début, là, des prep coachs qu'on appelle maintenant des gourous, là, on les nommait sur une main. Là. Il y avait moi, il y avait quelqu'un à Québec, il y avait une couple de monde à Montréal. On n'était pas beaucoup. C'était même pas, on n'avait même pas un titre. Là. Il y avait pas, on est des préparateurs physiques. Ça n'existait pas dans le temps. Là. On était des personal trainers qui entraînent du monde pour des concours de bodybuilding. Puis c'était ça. Puis j'ai juste continué à tout le temps faire ça. Puis en même temps, je continuais à compétitionner. Puis dans les compétitions, ça allait bien, mon affaire. Je gagnais beaucoup de concours. Puis donc, parallèlement au coaching, ça allait dans la même direction. C'est sûr que quand ça fait 30 ans que tu fais ça, à un moment donné, le troubleshooting, tu les as pas mal toutes vues. Là, fait que c'est ça qui est le fun avec l'expérience. Puis, sur quoi tu dirais que se basait ton succès à ce moment-là? Pourquoi tu avais autant de succès, disons, dans tes premières années d'expérience? Écoute, pour le bodybuilding, il y a une grosse composante génétique. Ça, c'est sûr. Fait que si tu n'es pas né avec les bons parents, tu vas avoir bien la misère. Fait que si tu n'as pas une grosse clavicule, tu as des grosses hanches, tu n'auras pas le V. Fait que c'est sûr qu'il y a un gros rôle génétique. Après ça, il y a comment, justement, tu es capable de bien assimiler ta bouffe. Fait que si tu as des problèmes de digestion, ça va te limiter là-dedans. Fait que du succès dans le bodybuilding, c'est une combinaison de bien des affaires. Bon, as-tu les bons parents? As-tu un niveau un style de vie qui n'est pas trop stressant? Parce que moi, pendant un bout, j'ai fait des concours naturels. Fait que là, le contrôle du cortisol était hyper important parce que si tu es full stressé, il ne reste plus beaucoup de testostérone. Puis quand tu te fies à ta propre portion de testostérone pour avoir des gains, là,
Tu as des roadblocks. De où ça vient? Je me suis dit de te couper, là, mais tu parles de testostérone. Je pense que c'est une hormone qui est assez importante chez les hommes autant que chez la femme. De où ça vient, ça? Avec quoi qu'on construit ça? Qu'est-ce qui fait, en fait, aussi, qu'est-ce qui fait qu'on en produit assez ou qu'est-ce qui fait qu'on en produit trop peu? Parfait. Il y a bien des raisons. Bon, c'est tes couilles qui produisent la testostérone. Donc, premièrement, quand tu as un taux de testostérone élevé, soit génétiquement ou par rapport à un bon style de vie, tout, les gains de masse musculaire et la perte de gras sont plus faciles. Donc, il y a du monde qui a un taux de testostérone plus élevé que normal. Ces temps-ci, avec le temps, avec tout l'estrogène qui flotte dans l'environnement, les gars commencent à avoir un taux de testostérone de plus en plus bas. Et puis, à cause aussi des xénoestrogènes dans l'environnement tel. Les plastiques. C'est les plastiques et tout. On a un taux d'estrogène aussi qui monte. Donc, le ratio de testostérone-estrogène n'est plus ce qu'il était là 50 ans, disons. Donc, quand tu as une corrélation entre ta testostérone et ton hormone anti-stress qui est ton cortisol. Donc, c'est le même matériel de base que ton corps utilise pour faire soit ta testostérone ou ton cortisol, ton stress. Donc, si tu es très, très, très stressé, tout ce matériel-là est utilisé pour faire ton cortisol parce que tu es dans un état de stress. Ton corps, dans un état de stress, ton corps se reproduire, ce n'est pas une priorité. Okay? Donc, tu es face à un tigre, ta priorité, c'est courir, puis courir vite. Puis c'est pas, ben, all right, j'ai le goût de procréer, d'être là. Non. Fait que ta testostérone n'est pas utile, ça baisse, tu as plus de cortisol pour pouvoir courir vite, puis réagir vite, puis crisser ton camp de là. Quand tu t'en vas en vacances, tu n'as pas le stress du quotidien, whoop, cortisol baisse, whoop, testostérone augmente. J'étais en vacances, j'ai baisé avec ma femme 5 fois par jour parce que j'étais en vacances. Non, oui, tu es en vacances, mais c'est parce que tu n'avais pas le stress du quotidien. Donc, tu avais plus de ce matériel-là disponible pour avoir un taux de testostérone élevé. Donc, quand tu t'entraînes naturellement, il faut maximiser autant ta testostérone pour être le moins stressé. Fait que si tu as une vie hyper stressante, tu as une job stressante et puis ta capacité de dealer avec le stress n'est pas optimale, mais tu vas avoir de la misère à avoir des gains dans le gym. Donc, tu as une composante qui va être un bâton dans tes roues. Donc, tu as un taux de testostérone pas assez élevé pour avoir des gains, bien ça, c'est une raison pourquoi tu n'as pas des gains. Après ça, tu peux savoir, ben, c'est ta génétique aussi. Est-ce que c'est ton sommeil qui n'est pas adéquat, qui est trop peu? Parce que tout ça influence. Fait que c'est tout un amalgame de choses mis ensemble qui fait qu'au bout de la ligne, tu vas soit avoir des bons résultats et être performant, ou que tu vas staller et tu n'as pas les gains que le gars à côté de toi va avoir. Donc, tu as beaucoup, beaucoup de composantes. Puis, qu'est-ce qui est plate, c'est que les choses de base, souvent, le monde, il tombe à côté puis il cherche plus le nitpicking, là, les détails. Mais si la base n'est pas là, peu importe ce que tu vas faire autre, ça ne marchera pas. Là, donc, c'est quoi la base? Bien, le numéro 1, c'est ta nutrition. Fait que si tu nourris ton corps mal, c'est sûr que ta machine va fonctionner plus mal. On est tous comme des automobiles usagés. Quand tu as un char usagé, c'est comme que je dis avec mes clients quand ils rentrent dans mon client, je dis, tu es un char usagé, tu veux que je te remonte. Tu veux que je te rende une Formule 1. Mais la première chose qu'on va faire, on va faire un tune-up pour savoir si ce que tu as en ce moment fonctionne bien. Quand on voit que la mécanique fonctionne bien, mais là, on va commencer à changer les pièces ou des pièces pour performance pour que tu deviennes plus performant. Parce que si tu prends un char usagé, puis tu le mets sur le corps de mille, puis tu mets du nitrous oxide dedans, puis il y a quelque chose qui va péter à un moment donné. Le châssis va torquer, il y a quelque chose qui n'ira pas bien. Fait qu'il y a des étapes à prendre. Puis aussi, je m'en venais avec ça, j'ai aucune idée, j'ai bifurqué en quelque part. On parlait de tes succès au début, tu sais, pourquoi tu avais autant de succès dans tes débuts malgré que tu avais sûrement peu d'expérience. Non, on parlait de testostérone. Oui, puis je me demandais aussi, par rapport à ça, tu disais qu'il y avait le matériel qui construisait, qui fabriquait ta testostérone, c'était le même qui fabriquait ton cortisol. Ben, c'est quoi ce matériel-là? Puis ça vient... On appelle ça du pregnénolone. OK. Donc, c'est dans la chaîne de la cascade hormonale, c'est quelque part là-dedans, puis c'est les précurseurs pour soit cortisol, testostérone, adrénaline. Puis avant ça, si je connais un peu, là, est-ce que c'est ton cholestérol qui fait ta pregnénolone? Exact. OK. Donc, une des raisons pourquoi prendre des statines n'est peut-être pas la meilleure idée, je ne peux pas dire que c'est pas bon, je ne suis pas docteur, mais c'est peut-être à re-questionner,
Parce qu'un taux de cholestérol inférieur va produire une moins bonne production hormonale. Puis c'est une production hormonale qui est pas optimale, qui est trop basse, ben là, tu risques d'être dépressif, tu n'auras pas bien de drive dans la vie. Tu sais? Fait que idéalement, tu veux que la nature s'en occupe. Si tu es obligé d'utiliser des choses comme ça pour régulariser ton corps, c'est pas optimal. Il y a des choses que tu peux faire avant ça, avant d'arriver là. Ça ne veut pas dire que personne. Ouais, ça ne veut pas dire que personne n'a besoin de statine, il y a certaines personnes qui en ont besoin. Mais je pense, d'après moi, il y a beaucoup de monde qui n'en ont pas autant de besoin. S'il y aurait un meilleur style de vie puis il ferait des meilleurs choix dans la vie, ils pourraient s'en sortir très bien. Puis, n'oublie pas, un taux de cholestérol élevé n'est pas nécessairement un nominateur pour que tu aies une maladie cardiovasculaire. Tu peux avoir une crise cardiaque même si ton taux de cholestérol est trop bas. Donc, cholestérol, tu sais, ton corps le régularise quand même assez bien chez la plupart du monde. Donc, ça ne veut pas dire. Puis, quand ton cholestérol, tu as l'HDL, tu as l'LDL, mais tu sais, on ne parle pas non plus des grosseurs de particules d'LDL. Donc, dépendant de la grosseur de la particule, ça va occasionner plus de problèmes que d'autres. Fait que si tu as les plus grosses particules, sont plus fluffy, ne restent pas poignées nulle part, tu n'auras pas de trouble. Fait que ça, il y a un test spécifique que tu peux aller faire pour approfondir tes connaissances, ton pas de cholestérol, à la place de juste checker, puis ton cholestérol est élevé, tes triglycérides sont élevés, ben, OK, mon LDL est élevé, mais OK, c'est quelle grosseur de particules LDL? Okay? On parle de quoi au juste? Qu'est-ce qui est plate, c'est que la plupart des médecins, souvent, ils ne sauront même pas de quoi tu parles. Tu sais. Fait que, des fois, c'est poser une bonne question, puis c'est prendre possession de ta propre santé. Il faut même pas tout le temps aux autres la responsabilité de ta santé, puis prendre pour du cash qu'est-ce que quelqu'un peut t'avoir dit. Fais tes propres recherches, puis vois qu'il y a des fois des alternatives, mais si tu prends pour du cash, qu'est-ce que le monde te dit des fois, ça peut jouer des tours. Fait que tout le temps faire des recherches, puis après ça, tu prends une décision plus informée. Oui, parce que les guidelines qui sont justement one size fit all, que tout le monde devrait baisser leur cholestérol, tout le monde devrait manger moins de sel, puis tout le monde se porterait mieux si on faisait ça. C'est pas. Mais pourquoi tu penses qu'on vise à offrir un one size fits all? Tu sais qu'on est là-dedans, qu'on essaie de catégoriser, mettons, le cholestérol, bon, mais c'est mal. Puis là, si tu ne fais pas justement tes recherches, mais tu vas viser à réduire ton cholestérol à tout prix ou à prendre des statines, alors que dans le fond, tu ne te rends pas compte que c'est une composante vraiment nécessaire à justement comme le bon fonctionnement de ton corps, le bon fonctionnement au niveau des hormones. Tu sais, pourquoi est-ce qu'on catégorise ça? Est-ce que tu as une idée, Larry? Oui, j'ai une bonne idée. Écoute, je pense que les docteurs en médecine ont environ 2 heures de formation en nutrition dans toute leur université. Et puis, c'est dommage parce qu'ils passent, je sais qu'aux États-Unis, c'est un average de 7 à 8 minutes une consultation avec un médecin. Donc, ils ont des quotas à avoir, je comprends, ils sont overworked, puis ils travaillent très fort, puis c'est pas tous les médecins qu'à la fin de leur journée des fois 12 heures, ils vont aller sur PubMed, puis ils vont tout checker les propres recherches. Donc, souvent, c'est les représentants pharmaceutiques qui vont aller les rendre visite, ils vont leur payer un lunch, des fois un voyage. Moi, écoute, j'entraîne des médecins, là, en 30 ans, j'ai entraîné pas mal, fait que je sais un petit peu comment ça se passe. Puis ils vont carrément, c'est comme des pots de vin, là, ils vont les briber, on dit, gars, on va te payer un voyage, on va faire une conférence, on va te dire, bon, ben si tu as tel et tel patient avec tel et tel symptôme, voilà une patch. Fait que c'est comme si dans ton char, dans ton dash, tu avais la petite lumière check engine qui allume, puis à la place d'aller réparer le problème au niveau de l'engin, ben tu fais juste enlever la lumière. Fait que le symptôme n'est plus là, tu le vois plus, mais le problème est encore là, mais il contrôle le problème avec la médication, puis souvent, ben c'est le style de vie, tu dors-tu bien, tu nourris-tu bien, tu bouges-tu, peu importe le sport que tu fais, mais il faut bouger, on est fait pour bouger. Fait que toutes ces composantes-là entrent en jeu, puis ils n'ont pas beaucoup de temps à dédier à vraiment décortiquer. Quand est-ce la dernière fois qu'un médecin te dit « OK, qu'est-ce que tu as mangé à matin? » Comment va ta vie ces temps-ci? As-tu beaucoup de stress? Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Fait que je comprends la situation. Ils sont dans un impasse. Il faut qu'ils performent. Il faut qu'ils voient un nombre de patients. Mais c'est pour ça que la médecine holistique ou vraiment, il y en a des médecins qui font des recherches qui sont up-to-date. Mais si ton médecin a 75 ans, là, puis lui, qu'est-ce qu'il a appris? Là, c'est
50 quelques années, il est en retard ses connaissances. Fait que lui, il va pousser de la médication parce que c'est juste ça qu'il sait. Parce que sa seule éducation continue, vient probablement de l'industrie pharmaceutique. C'est ça, c'est des vendeurs, les représentants pharmaceutiques. C'est pas des docteurs, c'est pas des chercheurs, c'est des vendeurs, puis ils vont te vendre un produit. Fait que si tu as un tel et tel patient qui a tel et tel symptôme, ben voilà quelque chose qui va atténuer ses douleurs puis ses symptômes. Comme ça, il va pouvoir vivre. Ouais. Vivre, survivre. Oui, c'est ça. Est-ce que tu penses qu'il y a une bonne grande partie, mettons, des maladies chroniques qu'on a présentement, est-ce que tu penses qu'ils sont vraiment infligés par un style de vie plus que par un... Ben là, ces temps-ci, on pense qu'il y a un virus qui court et qui tue tout le monde, mais est-ce que ces maladies-là sont plus infligées par un style de vie? Ça, c'est ma première partie de question. Puis ma deuxième, ce serait, est-ce que... Mais un peu quelle place tu vois pour les entraîneurs, justement, qui... Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment de système de santé. On a un système qui gère beaucoup de maladies qui sont là pour te permettre de survivre, justement, mais c'est pas eux que tu vas voir si tu veux fine-tuner ton corps, là. Non, ben, tu sais, ça dépend à quel niveau que tu le vois. Tu sais, si tu considères va dans n'importe quel, ben, un gros centre d'achat dans le temps, là, on avait ça. Tu sais, fais le average du monde que tu vois, puis teste juste au niveau de leur gras corporel, combien qu'il y en a qui pourraient bénéficier de meilleurs choix. Tu sais, tu vas te rendre compte qu'environ 70 75 du monde aurait un surplus de poids à perdre, qui n'ont pas de l'air en santé. Tu sais. Donc, tu te dis, bon, ben, Colin, première chose dans n'importe quoi, c'est fais attention à ce qui rentre dans ton corps. Fait que si ton corps est hyper toxique, puis si, à cause de génétiquement, tu n'as pas la capacité de flusher toxines aussi bien qu'un autre, ben, tu risques de rester encrassé un peu plus. Si tu es hyper stressé, tu es constipé, tu ne vas pas aux toilettes, tu recycles ces toxines-là tout le temps. Fait que t'es plein de marde, là, carrément, mais dans tous les sens du mot. Fait que première chose, c'est réduire l'inflammation causée par ta bouffe de marde, premièrement. Puis ça, c'est numéro un. Juste ça, je pense que tu réglerais 80% des problèmes. Tu rajoutes du sommeil à ça. Tout le monde dormirait 8 heures, là, puis mangerait qu'est-ce qu'ils sont supposés manger. Puis c'est pas tout le monde qui mange toute la même affaire. Tu as un raisonnement de savoir, bon, OK, qu'est-ce que je devrais manger, tu sais. Tu sais tes ancêtres, où sont tes origines, tu sais. Fait que si pendant, tu es arrivé je sais pas, moi, de la Suède, puis ta famille est là depuis des générations, ben OK, mais qu'est-ce qu'ils mangeaient chez ces générations-là? Probablement, tu filerais super bien à manger cette bouffe-là. Tu sais, tu donnes du gras de baleine à un Esquimau, il va filer super bien. Tu donnes du gras de baleine à un Hawaïen, tu risques de le rendre malade. Tu donnes des ananas à l'Inuit, il sera pas bien lui non plus. Fait que tu n'es pas de manger d'après d'où ce que tu viens un peu, mais là, c'est sûr, ces temps-ci, c'est dur parce que si tu as un Oriental qui marie un Africain, le bébé, il mange quoi, là? OK, c'est un challenge, mais tu peux quand même déterminer. Il faut avoir quelqu'un de qualifié puis capable de poser les bonnes questions puis ramasser le bon data. Il peut faire une compilation de tout ça puis arriver avec quelque chose qui a de l'allure. Après ça, ben toi, il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses religieusement. Il faut que tu le fasses à 90 %. Parce que comme que je dis à mes clients, c'est quand tu suis un programme nutritionnel à 70 %, ça marche à 30 %. Fait que c'est all-in, sinon ça ne marche pas. Fait que moi, si je fais un plan nutritionnel, puis je fais le suivi à mon client, puis je dis, OK, bon, sur une échelle de 1 à 10, tu as suivi ton plan nutritionnel à, il me dit 7, ben moi, je ne fais pas aucun changement à son plan nutritionnel parce que son devoir à lui va être qu'à la prochaine rencontre, qu'il monte ça à 9 sur 10 ou 10 sur 10. Sinon, s'il me dit 9 sur 10, 10 sur 10, puis il n'y a pas les résultats que moi, je m'attendais, c'est à moi de m'ajuster. C'est à moi de changer le programme nutritionnel pour déterminer le nombre de calories qu'il a besoin aussi, ou peut-être certaines nourritures qui fileraient mieux avec. Parce que en général, si tu manges d'après ce que ton corps a été fait pour recevoir, tu devrais filer pas mal mieux, puis tu devrais avoir moins de craving, puis moins le goût de tricher. Tu sais, si quelqu'un mange keto, puis il est fait pour manger des glucides, il va tendance à vouloir tricher parce que c'est pas naturel pour lui de manger keto. OK? Fait qu'il n'y a pas un one size fits all dans la nutrition, vraiment pas. Ça dépend de ce que ton corps est capable d'accepter, dépendant d'où ce que tu es dans la vie.
Tantôt, tu as dit quelque chose qui m'a fait penser à cette question-là. Est-ce que tu as l'impression qu'on se concentre un petit peu trop sur qu'est-ce qui rentre en dedans versus qu'est-ce qui ne rentre pas en dedans? Oui, c'est sûr que qu'est-ce qui rentre en dedans est hyper important. Si tu rentres de la cochonnerie, ben, tu vas te sentir comme de la cochonnerie. C'est une combinaison des deux, c'est sûr. Il faut que tu rentres des bonnes affaires aussi pour avoir une genre de vitalité où ce que ton corps a besoin de choses. Fait que quand ton corps a besoin, quand tu donnes à ton corps tout ce qu'il a besoin pour bien fonctionner, la machine fonctionne bien. Okay? Tes cellules se régénèrent tout le temps. Puis si tu lui donnes tout le temps qu'est-ce qu'il y a de besoin pour bien se régénérer exactement comme qu'il était avant, tu ne vieillis pas tant que ça. Okay? Tu ne changes pas tant que ça, tu continues dans le même beat. Mais si, ta cellule se régénère, puis il manque des composantes. Ça fait longtemps que tu n'as pas eu de magnésium, tu n'as pas eu de zinc, tu n'as pas eu... Fait que ton corps va trouver un moyen, tu sais, que la plasticité, il va le trouver, il va s'adapter, mais il va muter à un moment donné, il va s'adapter d'une certaine manière. Il dit, il me manque des affaires, moi, je vais compenser en faisant ci, ça. Fait que là, tout le profil épigénétique rentre en jeu. Fait que là, tu peux switch on, switch off des gènes que normalement, il aurait resté intact. Mais là, le corps est en train d'essayer de cope, de dealer avec ce que tu y fais. Fait que là, ça bifurque puis ça change. Fait que là, tu es dans la merde, tu ne donnes pas à ton corps qu'est-ce qu'il a de besoin. Fait que si tu manges bien, puis tu donnes à ton corps qu'est-ce qu'il a de besoin, tous les nutriments, tu vas avoir moins de craving. Parce que ton corps, si tu manges rien que de la cochonnerie, c'est carrément simple. Tu manges, ton corps dit OK, tu m'as rempli, mais il manque encore des composantes que moi j'ai besoin. Fait continue à manger. Là, tu manges une pizza. Dis-moi, mais ben beau la pizza, mais c'est pas ça que j'ai besoin. Fait continue à manger parce qu'il me manque encore de quelque chose. Fait que là, tu continues à manger. Fait que c'est sûr qu'il y a du monde qui mange 10 000 calories de merde, puis tu checkes le profil, puis sont déficients en nutriments au coton parce qu'il ne donne juste pas les bonnes affaires à son corps. Fait que le corps, il dit ah ouais, continue à manger le grain, continue à manger en espérant qu'à un moment donné, tu vas manger bonne affaire. Puis il dit OK, ben, je t'ai enfin comblé en qu'est-ce qui me manquait. Merci. Là, je peux continuer à. Fait que les cravings, ces gens-là, justement, qui mangent peut-être 10 000 calories puis qui se disent ouais, mais Michael Phelps le faisait, c'était un athlète, puis lui, il mangeait du gâteau au chocolat tout le temps. Mettons, pour jouer le rôle de notre société enfant ou adolescente au mieux qu'on a présentement, comment tu fais pour voir la santé, si on veut? Parce que, tu sais, moi, personnellement aussi, je me fie là-dessus. Je regarde quelqu'un, je regarde sa composition corporelle, puis je suis comme, ben clairement, tu n'es pas en santé, tu es en surpoids, il y a quelque chose qui se passe. On dirait que de nos jours, puis surtout, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça, un livre un moment donné, où est-ce qu'il parlait dans le livre que c'était correct d'être en surpoids, puis il n'y avait pas de problème à ça, puis c'était pas prouvé que les gens en surpoids étaient moins malades que les autres. Comme, où est-ce que tu vas pour avoir de l'information qui, peut te dire comme c'est quoi la santé, puis si tu veux faire le contraire aussi, où est-ce que tu ne vas pas pour avoir ton information? Ouais. Mais écoute, avoir un surplus de poids n'est pas nécessairement un indicateur que tu n'es pas en santé. T'sais, si tu bouges beaucoup, tu manges bien, mais si tu es un gros mangeur et tu manges plus de calories qu'est-ce que tu vas brûler dans ta journée, ben, tu vas accumuler du gras, tu vas faire des réserves. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu es out of shape et tu n'es pas en santé. Mais c'est sûr que tu dépasses 20% chez un gars, là, tu poses des questions. Là, tu es dans l'excès. Fait que c'est trompeur. Mais pour prendre l'exemple de Michael Phelps, il mangeait 10 000 calories, mais il s'entraînait énormément. Fait que quelqu'un ne peut pas comparer Michael Phelps, il fait ça, moi je vais faire ça. Écoute, le grand, tu t'entraînes pas aussi fort que Michael Phelps. T'es pas Michael Phelps. Michael Phelps s'entraînait dans un environnement qui est froid. D'accord? Donc, une piscine, c'est pas chauffé dans l'Olympique. Okay? Donc, quand tu es dans un environnement froid, le corps va vouloir, par moyen de défense, se réchauffer. Donc, les skieurs de fond aux Olympiques, tu peux les reconnaître dans le village olympique où tout le monde déjeune. Tu peux savoir c'est qui les skieurs de fond par rapport à ceux qui mangent juste des gâteaux, des pâtisseries et tout. Parce qu'ils s'entraînent tout le temps dans un environnement froid. C'est dehors, c'est l'hiver, il fait froid. Donc, leur corps va tout le temps augmenter la température du corps pour se réchauffer. Donc, ils brûlent des calories à un rythme épouvantable. Donc, ils ne peuvent pas manger juste en brocoli, puis riz, puis poulet, assez de calories pour pas juste dépérir dans leur sport puis baisser les performances. Ils sont obligés de manger excessivement beaucoup. Puis Michael Phelps,
il s'entraînait dans une piscine qui était relativement froide. Donc, lui, il n'a pas le choix de manger beaucoup de calories, mais c'est pas une bonne idée de manger ça. Il y a un contexte derrière ça. Tu peux manger des 10 000 calories, mais sans gras trans, puis sans... Tu sais, tu peux mettre... tu peux boire une bouteille au complet d'huile d'olive, ça va probablement être mieux que manger des gras trans à cuillerée, là. Fait que, tu sais, il y a moyen d'y arriver, mais oui, au point de vue de performance, c'était correct. Il y avait besoin des calories, il les brûlait, c'est correct, mais l'impact à long terme de faire ça au point de vue de la santé, je ne suis pas convaincu que c'était la meilleure idée. Puis, j'aurais aimé mieux le voir manger d'huile d'avocat, puis de macadam, puis d'huile de coconut. Ouais. Il y aurait peut-être eu encore plus de médailles. Ben, peut-être plus longtemps. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que j'allais dire? Dans le fond, ma deuxième partie de ma question, tu t'en rappelles-tu? Ben oui, c'est ça. Je voulais savoir, est-ce que, justement, tu aurais des ressources ou des sources fiables d'informations, des gens qui sont up-to-date avec la science puis qui continuent, justement, de s'informer, de s'éduquer? Ben, aujourd'hui, on t'interviewe toi, mais je ne sais pas si tu as des livres ou des gens, justement, que tu connais, que toi, tu t'instruis de. Ici, au Québec, on est chanceux. On a pas mal de gars qui sont hyper passionnés et puis qui ont une école qui forme beaucoup d'entraîneurs. C'est principalement Mathieu Bouchard avec l'Institut ATT. C'est un passionné. C'est mon go-to guy quand je veux avoir quelque chose d'up-to-date. Quand je passe sur quelque chose, puis je ne veux pas m'avancer trop vite, mais en pensant, il y a peut-être une nouvelle recherche qui va prouver mon point faux. Donc, je vais checker souvent avec Mathieu. Donc, des livres, il y en a une panoplie de livres. Ça dépend tout le temps dans quelle optique que tu veux t'en aller. Sur la bouffe, un livre qui m'a bien gros inspiré, c'était Weston Price. Generation, là. Ben, moi, j'ai lu The Dental Diet qui s'inspirait de Weston Price, là, mais je pense que c'est lui qui a fait le tour et qui regardait les dentitions. Exact. Donc, principalement, si tu manges d'après tes ancêtres, ta santé, normalement dans ces tribus-là, que lui, il se promenait à travers la planète, il allait voir du monde qui n'ont jamais vu un blanc, là, puis il testait avec... Parce que lui, c'était un dentiste. Donc, la dentition est un très bon reflet de ta santé générale. Puis, aussitôt qu'il commençait à utiliser des techniques des blancs, le sucre blanc, la farine blanche, hein, en une génération, les dents commençaient à venir tout croche, la forme du crâne changeait, puis il développait finalement des mots pour cancer parce qu'il n'y avait pas ça dans le langage avant. Donc, ça, c'est un livre qui est très, très eye-opening sur l'importance de la bouffe. Ça ne prend pas beaucoup de générations pour causer des dommages. Comme, tantôt, j'ai donné l'exemple de l'Inuit qui mangeait des ananas. Ben, il n'en a jamais mangé, ses enfants n'ont jamais vu ça. Lui, il n'est pas capable de métaboliser ça comme du monde. Parce qu'oublie pas, souvent, on disait dans le temps, les grains, on a commencé à manger ça pour environ 10 000 ans. Avant ça, on mangeait, qu'est-ce qu'on chassait? On était hunter-gatherer, cueilleur, chasseur. Et puis, c'est pas tout le monde qui est capable de bien métaboliser des grains maintenant. Fait que si tu manges des grains et que ça ne te fait pas, tu gonfles, ben, c'est tous des petits signes que le corps t'envoie comme de quoi, hey, c'est peut-être pas une bonne idée, cette bouffe-là. Ça goûte peut-être bon, là, mais ça ne veut pas dire que c'est bon. Comme quand quelqu'un dit, ouais, mais c'est tellement bon. Ouais, je donne tout le temps l'exemple. Je vois, il paraît que prendre une shot d'héroïne, c'est super cool, puis c'est super bon, mais c'est quand même pas une bonne idée. Tu peux courir à travers un champ de mine sans te faire exploser, mais c'est pas une bonne idée. Fait que tu ne prends pas la chance. Des affaires de même, tu ne prends pas la chance. Fait que la bouffe est très, très, très importante. Le sommeil, c'est des choses qui ne coûtent rien. Dormir 8 heures, puis s'arranger de dormir 8 heures, c'est pas des choses que tu as une machine qui vaut des milliers de dollars à acheter, à moins que tu fais de l'apnée du sommeil. Là, je peux comprendre. Mais en général, prendre les meilleures habitudes de vie, se coucher aux mêmes heures, se lever aux mêmes heures, t'assurer que tu as à peu près un minimum de 7 heures. Parce qu'à partir de 6 heures de sommeil et moins, 30% de tes capacités baissent. Tu es 30% moins fort, tu es 30% moins endurant, tu es 30% plus nono, tu es 30% plus irritable. Tout drop de 30%. Fait que tu n'es pas toi. Tu n'es pas ton toi optimal si tu n'as pas au moins ton 8 heures de sommeil. Puis l'important, c'est
lève-toi tout le temps à la même heure. Tu ne peux pas rattraper du sommeil. C'est pas comme ça, à la fin de semaine, je vais dormir jusqu'à midi puis ça va être correct. Non, tu fais juste continuer à dérégler ton cycle circadien. Tu fais juste empirer la patente. Là, tu t'es couché à 4 heures du matin, tu as lieu de te lever à 6 heures. Lève-toi quand même à 6 heures. Fais une sieste l'après-midi si tu veux, puis va te coucher plus de bonne heure le soir d'après. Ça, c'est la meilleure tactique. Parce que si tu continues à dérégler ça, ben, tu n'entêtes pas ton cas. À part ça, boire de l'eau. Tu sais, tout le monde est déshydraté. Boire de l'eau. L'eau du robinet, ici, est quand même pas si pire. Achète-toi un Brita, puis tu es quand même pas pire. Tu n'as pas nécessairement besoin de le kit osmose inversé, mais si tu l'as, tant mieux. Mais boire de l'eau, dormir, puis faire des meilleurs choix de bouffe. Tu vas à l'épicerie, tu checkes le panier à côté de toi ou en face de toi. Là. En tout cas, moi, mon panier ne ressemble vraiment pas à ceux des autres. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Le mien, il est coloré au bout. Les autres, c'est des boîtes, puis des boîtes, puis des boîtes. If man made it, spit it out. Fait que si ça vient d'une boîte, là, souvent, la boîte est souvent plus nutritive que ce qu'il y a dedans. Je me demandais, Larry, pourquoi tu penses en fait qu'on a de la difficulté à faire ces choses-là qui sont si simples? Bien, au niveau nutritionnel, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que on s'est rendu compte à un moment donné que on a appris, c'était tout le temps là, mais nous autres, en tant qu'entraîneurs, on a appris ça à un moment donné, que c'est ton estomac qui produit la majorité de ta sérotonine. La sérotonine, c'est un feel-good hormone. Ça te fait sentir mieux quand tu as une hausse de sérotonine. Puis quand ça ne va pas bien dans ta vie, ben, tu cherches instinctivement à remonter ta sérotonine parce que ça te tente de te sentir mieux. Puis on sait que les carbs, des glucides, font monter ta sérotonine. Fait que souvent, tu as des cravings, puis tu ne sais pas pourquoi tu t'es porté à manger des choses qui ne sont pas bonnes nécessairement pour toi parce que tu recherches une hausse de sérotonine pour te sentir mieux. Mais ça, c'est tout inconscient. Tu ne sais même pas pourquoi tu fais ça. Fait que ça, c'est une des raisons pourquoi on fait des mauvais choix de bouffe. Souvent, c'est qu'on n'a juste pas une bonne production de sérotonine par rapport à un paquet de facteurs. Là. Fait qu'on cherche à remonter notre sérotonine d'une manière ou d'une autre. Fait qu'on crave des carbs pour ça. Tu es dépressif, tu fais le pas bien, ben comfort food, mais le processus chimique en arrière de ça, c'est qu'on cherche une hausse de sérotonine carrément. Après ça, c'est, au point de vue sommeil, c'est être performant. Tu as Arnold Schwarzenegger qui dormait comme 5 heures par nuit, puis s'il disait que tu as besoin de plus de ça, il disait « sleep faster ». Ouais, bon conseil, mais ça peut-être marché pour toi, mais dans tous les sphères du monde, il y a des audités. Des fois, il y a du monde qui sont juste pas comme les autres, des freaks, appelez comme tu veux. Fait que lui, s'il était capable de faire tout ce qu'il a fait avec seulement 5 heures de sommeil, ben good pour lui, mais c'est une anomalie. Là, ben, Arnold, il avait l'air à jouer pas mal aussi dans la tête de ses compétiteurs en donnant des fois des conseils que ses compétiteurs n'étaient pas certains. Ça soit carrément de la bullshit, puis il disait juste ça pour que les autres disent « Ah ben moi, je vais dormir 5 heures, moi aussi, pour m'en faire comme Arnold. » Puis là, ben, il y avait un edge, surtout peut-être qu'il dormait 12 heures, bon, on ne sait même pas. As-tu lu ça dans ton livre sur Non, mais dans Pumping Iron, tu le vois, là, des fois, il donne des conseils ou dans des entrevues que j'ai vues de lui, là, il était comme... il savait quel rôle qu'il avait, je pense. Le psychological warfare, il était très bon là-dedans. Puis tantôt, là, tu parlais justement là, de Dental Diet. Puis dans ce livre-là, moi, justement aussi, en fait, tu ne parlais pas là-dessus, tu parlais de Weston Price, mais moi, je l'associais à de Dental Diet. Il parlait de l'oxygène aussi, comment que c'était un des nutriments comme numéro 1. Comment que c'était important. Est-ce que tu montres un peu à tes clients comment respirer? Est-ce que tu apportes une attention particulière à ça? Parce que je sais que souvent, quand tu parlais du bodybuilding, où est-ce que tu veux être le plus calme possible, pas dépenser d'énergie pour rien, pour être capable de récupérer. Est-ce que tu as pratiqué ça, la respiration, ou est-ce que tu conseilles des trucs? Oui. Ce qui est très important, c'est de respirer par le nez. OK? Parce que si tu respires par la bouche, ça stresse ton corps. Ça te prépare à un état de stress, donc c'est pas une bonne idée. Donc, écoute, il y a tellement de techniques de respiration, puis on pourrait en nommer un paquet, mais l'important, c'est que le monde en fasse une. Peu importe celles qui veulent aller sur YouTube, Breathing Techniques, vous allez en voir, il y a Wim Hof qui s'est comme spécialisé là-dedans. Tu en as plusieurs, donc je l'encourage énormément. Donc, ça, dans l'entraînement et tout, j'explique l'importance de bien respirer par le nez et tout. Mais dans la vie de tous les jours, oui, c'est un 5 minutes. Tu appelles ça méditation, appelle ça comme que tu veux, mais se concentrer sur ta respiration, 4 secondes inspirer, 4 secondes expirer, tu respires par la bédaine, tu essaies de
grossir ton diaphragme, ça dépend de l'expansion de tous les sens. Il y en a beaucoup que tu peux faire. L'important, c'est fais juste pick one. C'est de ne pas penser aussi que si tu ne le fais pas durant la journée, tu vas le faire pendant que tu dors. Parce que sûrement que tu vas répéter exactement la même chose même que tu dors. Mais si tu dors ton 8 heures par jour, mais tu dors la bouche ouverte, tu envoies exactement le même signal de stress. Ça se peut que tu te lèves. Exact. Il y a beaucoup de monde qui font de l'apnée du sommeil, puis surtout le monde qui a un surplus de poids, ça arrive. Fait que s'il oxygène très mal son corps, il va avoir la fatigue chronique, il ne sera pas optimal. Fait qu'il y a quelque chose qui ne fittera pas. Puis, à moins que tu aies quelqu'un qui te le dit, qui s'en rend compte à côté de toi, ou que tu as vraiment été faire le test, ou qu'ils t'ont endormi, puis ils t'ont checké aller, puis c'est très dur à savoir. C'est comme le monde qui griche des dents. Moi, apparemment, je griche des dents, puis aucune idée que j'ai. Personne ne m'a dit hey, je t'ai entendu gricher des dents hier soir. Fait que, on ne le sait pas. Fait que, oui, ça peut avoir un impact, mais l'oxygénation du corps est hyper important. Ça, c'est en fait avec les masques, le CO2 qu'on respire, c'est pas optimal. C'est pas idéal. Ouais, puis je pense que tout le monde avec le masque dans leurs autos puis sont tout seuls, c'est comme. Ouais, j'ai vu justement quelqu'un qui mettait la photo de la personne qui met son masque dans l'auto tout seul, elle doit aussi porter un condom quand elle dort tout seul dans le lit. Mais tout ça, je pense que qu'est-ce qu'on parle, c'est aussi de se donner une chance de tomber dans ce genre de spirale-là positive, de te donner la chance d'être une meilleure version de toi-même qui va faire des choix de plus en plus bons au lieu de faire des choix de plus en plus mauvais. Parce que, comme tu dis, si tout drop à 30 % après une mauvaise nuit de sommeil, à quel point tes choix deviennent vraiment de pire en pire? Oui, parce que la vie, c'est un présent. OK? C'est un cadeau. Puis, tu es supposé d'en prendre soin. OK? Mais bien du monde est traumatisé, peu importe les raisons pourquoi ils sont dans la situation qu'ils sont là. Puis souvent, certaines personnes ne veulent juste pas faire face à certaines choses, donc c'est plus dur. Donc, des fois, des choses comme l'hypnotisme, ça l'aide beaucoup. Parler à quelqu'un, socialiser, toutes des choses qu'on ne peut pas bien faire ces temps-ci, mais qui est primordial à la santé mentale. On est des êtres sociaux, on est supposé de socialiser. Puis là, on est supposé d'être capable de reconnaître des expressions faciales. On est en train de déprogrammer surtout la jeunesse à des choses basiques comme ça. Un bébé regarde sa mère, il n'est pas supposé de voir un masque, il est supposé de voir l'expression faciale, avoir une communication, il y a un link qui se crée, puis là, ça va faire une génération vraiment pas optimale pour revenir à ce niveau-là. Mais, tu sais, moi, les choix que le monde font, des fois, c'est décevant de voir qu'ils ne prennent pas plus soin de eux que ça. Tu vas voir quelqu'un qui va avoir une Ferrari dans son parking lot, puis que lui, il se considère lui-même une Toyota Civic. Là, ton corps et ton véhicule, tu te considères quoi? Moi, j'aimerais me voir comme, je sais pas, une Maserati ou moi, je suis plus vieux maintenant, parce que ce serait peut-être une vieille Ford Mustang. Non, t'as pas l'air d'une Ford Mustang. C'est un muscle car, mais c'est comment tu te vois. Fait que si tu n'as pas une belle image de toi, tu n'as pas la confiance que tu es supposé d'avoir, puis tu te considères comme un char bien ordinaire qui a bien du millage, puis qui a de l'air d'avoir bien du millage, puis qui est rouillé. Ça t'appartient, tu sais. Est-ce que tu as toujours eu cette perception-là, justement, que la vie, c'était quelque chose de précieux ou c'est arrivé ou... Parce que, tu sais, ça doit être ça aussi, là, que les gens, des fois, ils sentent pas que c'est vraiment une chance de vivre. Ils sentent pas vraiment que, tu sais, on est là, on fait nos affaires, puis on va mourir un moment donné, tu sais. Ouais, écoute, il faut tout le temps que tu fasses le mieux que tu peux avec ce que tu as. Donc, dans n'importe quel, quoi dans la vie, dans n'importe quel obstacle que tu affrontes, si tu n'en retiens pas une leçon puis tu ne grandis pas par rapport à ça, là, tu l'as laissé cette chose-là t'atteindre. Tu comprends? Fait que moi, toutes les choses, les bad luck que j'ai pu avoir dans ma vie, j'ai tourné ça comme une expérience de grandir à partir de ça. Donc, ça ne m'a jamais bien dérangé de pas réussir, qu'est-ce que je faisais. Moi, je me disais, c'est qu'est-ce que je veux comme résultat final,
quelles sont les choses qui peuvent m'aider à atteindre mon but, puis quelles sont les choses que je peux mettre de côté, peut-être pour toujours ou temporairement. Moi, j'avais lu The One Thing là, longtemps, recommandation de Charles. Fait que je suis comme, OK, j'enlève tout ce qui n'est pas directement relié à mon but. Quelle est une chose cette journée ici que je peux faire qui va faire que tout le reste est inutile ou pas nécessaire. Puis j'ai tout le temps eu ce mindset-là, puis j'ai toujours été passionné. Puis depuis que je suis jeune, j'ai toujours pensé que tout ce que tu devrais faire, tu devrais bien le faire. Tu sais, moi, je me souviens, j'étais bien jeune, là, puis je me souviens, j'étais en bicycle, puis j'imaginais tout le temps là, que quelqu'un bien important était caché en arrière des buissons, là, puis il me checkait à aller, là, parce qu'il y aurait un super bon poste à m'offrir, là, puis il voulait voir comment que j'étais. Tu sais, fait que j'étais tout le temps sur la watch pour être le mieux que je peux. D'un coup, que je me fasse recruter par, je sais pas, moi, un conseiller du roi, puis il disait, hey, toi, tu vas être d'un. Pédale bien. Fait que tu sais jamais qui est là, qui te regarde, qui te watch. Donc, moi, j'ai tout le temps dit, ben, si je veux faire quelque chose, je vais le faire bien. Comme ça, je n'aurai pas besoin de le refaire si je ne l'ai pas. Fait que, j'ai tout le temps voulu avoir le mieux dans n'importe quelle situation. Fait que, j'ai commencé du bodybuilding, mais all right, ben, je veux ma carte de pro, puis après ça, ben, je veux gagner un championnat mondial. J'ai un thinking loin parce que avant, je disais, bon, ben, j'ai déjà regardé à la Lune quand j'étais jeune, puis je dis, ben, I'm going to reach the moon one day. T'sais. À un moment donné, ben, je me suis rendu compte que j'étais rendu là, mais j'aurais dû viser plus les étoiles. Parce qu'il faut tout le temps que tu continues. Tes rêves, là, mais les big. Mais les big. OK? Parce que tu vas te rendre compte que tu as atteint ce que tu t'avais donné comme but, tu te rends compte que j'aurais dû viser un peu plus haut. Fait que c'est un ballon entre accepter qu'est-ce que tu as puis vouloir tout le temps mieux. Tout le temps mieux, c'est qu'est-ce qui te pousse vers la perfection, puis c'est une bonne chose. Si tu es capable des fois prendre des pauses puis réaliser qu'est-ce que tu as accompli, puis être content aussi de ça. Sinon, tu ne seras jamais heureux dans la vie. Si le gazon est tout le temps plus vert à côté, c'est plate pour toi, mais tu n'atteindras jamais ce niveau de joie que savoir, hey, j'ai accompli des bonnes choses dans la vie, puis hey, j'ai fait une différence dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, j'ai laissé une trace, j'ai laissé un legacy, que je veux tout le temps plus, je veux tout le temps plus, je veux tout le temps plus, parce que le corps s'adapte. Peu importe la situation ou la bébelle que tu vas avoir à qui est, tu vas vouloir plus. Tu vas t'acheter une Ferrari, puis tu vas triper une couple de mois, puis après ça, ben, tu sais que quelqu'un a une meilleure que toi, ben là, tu vas envier l'autre, là, ça ne finira plus. Tu sais, à un moment donné, tu te dis... Il y a toujours quelqu'un, c'est ça, qui a une meilleure situation que toi. Puis on dirait que des fois, comme tu disais là, on ne s'arrête pas pour prendre conscience de ce qu'on a, puis aussi de la chance qu'on a, nous, versus d'autres personnes qui n'ont pas ça non plus. On est tout le temps en train de viser plus haut, ce qui est bien, mais jusqu'à un certain point, parce que ça peut devenir maladif, ou est-ce que tu n'es jamais heureux avec ce que tu as, puis tu n'es pas capable d'apprécier vraiment comme ton existence ici. Ouais, je pense que le problème vient aussi, puis ça, c'est une chose qui est difficile, c'est de savoir toi, personnellement, ce que tu veux. Parce que, tu sais, comme si tu regardes tout le temps qu'est-ce que le voisin a, par exemple, puis tu es comme, mais moi, je veux plus que lui. OK, fine, peut-être que tu vas atteindre plus que lui, mais tu n'auras jamais ce que toi, au fond, tu voulais. Est-ce que tu as toujours été en ligne vraiment sur tes buts à toi? Tu sais, comment tu fais pour. Puis en fait, j'imagine que c'est quand même simple. Là. Tu t'assois et tu penses à qu'est-ce que tu veux, mais. Non, c'est tough, penser. Ouais. Il y a bien du monde qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Puis, c'est tout le temps un ballon entre vouloir plus puis apprécier qu'est-ce que tu as. C'est pour ça que c'est bon de temps en temps. Charles était bien fort avec le Grateful Log. Fait il notait 3 choses que j'ai appréciées aujourd'hui. C'est bien important parce que quand tu le mets par écrit, ça le concrétise, ça le solidifie comme. Puis ça l'envoie dans l'univers. Puis souvent, Charles, il écrivait des choses qui étaient reconnaissants d'eux, qui n'étaient même pas encore arrivées. Mais il projetait dans l'univers que ça allait arriver, puis il remerciait déjà en avance que c'est arrivé. Penses-tu être reconnaissant, c'est très, très, très important. Penses-tu qu'on met les bodybuilders ou les gens qui apportent une importance quand même assez importante à leur corps dans une boîte comme étant des gens qui sont superficiels puis qui sont vraiment coincés dans le monde physique? Mais tu sais, là, ce que tu nous parles avec justement Charles Poliquin, c'est qu'il apportait vraiment du poids justement à la gratitude, à la limite, je ne sais pas, mais tu sais, peut-être de la méditation, de la respiration, un petit peu de spiritualité à l'intérieur de tout ça. Est-ce que tu crois que vraiment que c'est ça Est-ce que apporter des soins au corps comme physique, c'est, disons,
aussi. Ça va de pair avec apporter un soin, disons, au niveau spiritualité. Est-ce que ça va ensemble? C'est sûr qu'il y a un lien entre le physique et le spirituel, comme Platon, quand il faisait ses lectures avec ses disciples ou ses élèves, il faisait tout un entraînement physique avant, parce que, tu sais, un esprit sain dans un corps sain, c'est très important. Donc, si tu es en bonne forme physique, ton niveau d'apprentissage va être mieux. Donc, si tu fais un entraînement que tu vas étudier après, tu vas retenir mieux les choses que tu es en train d'étudier. Donc, c'est très important. Fait que, le cerveau et l'estomac, par le nerval, c'est très, très dingue. Il y a un lien. Donc, si ton estomac ne file pas bien, mais c'est sûr que ça va influencer beaucoup de choses au niveau du cerveau. Et au niveau du bodybuilding, oui, on est très on met l'emphase sur le physique. Souvent, il y a du monde qui tombe dans le bodybuilding pour cacher une certaine insécurité. Si tu es insécure, tu payes 130 livres mouillés, il faut que tu cours dans la douche pour te mouiller. Tu n'auras pas la même confiance que quelqu'un qui est 200 livres à 3% de gras. Lui, peut-être qu'il va moins se faire écœurer. Fait que souvent, le monde sont insécures. Ils vont dire, je vais commencer le bodybuilding, je vais gagner 100 livres de muscle, comme ça, je ne me ferai pas écœurer, puis je ne serai pas insécure. Tu seras juste plus insécure si tu n'as pas dealé avec la raison de ne pas être insécure en partant. Tu vas juste être un plus gros, musclé, insécure. Fait qu'il y a beaucoup d'insécurité dans le bodybuilding. Tu as l'ego qui rentre là-dedans aussi. Puis le monde qui le font en général pour les bonnes raisons, c'est le monde qui persévère et qui vont le faire longtemps. Les one-hit wonders, on en voit dans les compétitions, c'est le monde, ils n'aiment pas nécessairement le côté entraînement, ils n'aiment certainement pas le côté bouffe où ils sont restreints de manger certaines choses puis ils ne peuvent pas manger d'autres choses. Puis ils veulent juste le résultat final de la shape déjà faite. Fait que là, ils vont skipper des étapes. Ils vont embarquer tout de suite ces anabolisants. Ils vont aller ben trop vite et pas laisser le corps le temps au corps de s'adapter à la situation. Puis là, au moment donné, il se plante, tu n'en entends plus parler. Puis là, soit il a fait une dépression ou il a carrément eu un dédain de gym parce que ça a tellement fucké son système hormonal, puis tout. Puis où il s'est rendu compte qu'il est encore aussi insécure qu'il était, il est juste plus gros, mais là, il est rendu avec des problèmes de santé parce qu'il faisait les choses à peu près. Le bodybuilding, c'est all-in, c'est un style de vie. C'est pas quelque chose que tu fais part-time. Ça l'implique beaucoup. Puis si tu veux le faire à long terme, c'est sûr que là, c'est comme une pyramide. D'un côté, tu as dans l'entraînement, il faut que ce soit optimal. De l'autre côté, tu as de la nutrition, il faut que ce soit optimal à ton corps. Puis en bas, c'est la récupération, le stress. Donc, si tu as une vie saine, il n'y a pas grand-chose que tu te sens mal, tu n'as pas de remords de rien, tu assumes tout ce que tu as fait dans la vie et tout. Tu fais le bien dans toi, puis tu as un amour pour toi-même, parce que tout part de toi. Si tu n'as pas assez d'amour pour toi-même, tu ne peux pas avoir de l'amour au même niveau que tu pourrais avoir pour les autres. Okay? Tout part de ça. Je n'ai pas 5$ dans mes poches, je ne peux pas te donner 5$. Okay? Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Donc, ça va tout là-dedans. Donc, le bodybuilding, oui, il y a beaucoup d'ego là-dedans. Il y a beaucoup, c'est une genre de vanité en quelque part, dépendant de la personne que tu es. Fait que si tu as une bonne personnalité, puis tu te fais des bonnes raisons, puis il n'y a rien de mauvais à être le gars avec les abdos sur la plage, tu sais. Oui, c'est ça. Est-ce que tu connais, puis là, c'est ça, je me lance là-dedans, mais il y a une histoire au niveau de la Grèce avec un genre de demi-dieu qui regardait son propre reflet dans l'eau. Puis, disons, il était tellement omnibulé par son propre reflet qu'à un moment donné, il est juste tombé dedans puis il a péri. Puis, tu sais, comment est-ce que tu fais pour ne pas tomber là-dedans quand tu t'entraînes, ne pas apporter une importance qui est démesurée justement à ce à quoi tu ressembles, puis peut-être viser à ce que ton entraînement à l'intérieur du gym te serve aussi à l'extérieur du gym? Ouais. Écoute, tout le temps, ça dépend tout le temps, c'est quoi ton but premier. Si tu dis, moi, je suis un bodybuilder, puis mon but, c'est de devenir Monsieur Olympia, c'est sûr que tu n'auras pas le même parcours que, je veux peut-être gagner un concours régional ou peut-être gagner un national, quelque chose comme ça. Fait que c'est tout le temps dans c'est quoi ton but ultime. C'est sûr que on n'a pas de l'énergie à pu finir. Souvent, tu as un certain degré d'énergie pour te concentrer dans ton entraînement, faire ici tes relations, tout.
Fait en quelque part, si tu mets plus d'emphase sur ton entraînement, puis toi-même, tu deviens pas mal. Parce qu'on n'a pas le choix de devenir égoïste avant un concours parce que tout est entré sur nous autres, parce que c'est nous autres qui embarquent sur avec un maillot quasiment tout nu sur le stage à se faire juger par un paquet de monde qu'on ne connaît même pas. Tu te fais juger. Tu ne peux pas avoir l'air d'un cadre, tu sais. Donc, c'est sûr qu'on est basé beaucoup sur nous autres. Fait que c'est une question de balance. Fait que si tu es basé beaucoup sur toi-même dans les derniers peut-être 10 semaines, 8 semaines d'un concours, puis tu mets quelque chose de côté ou ta relation de couple de côté ou whatever, ou ta job de côté un peu, ben, tu sais, t'es mieux de compenser avec ça plus tard puis mettre un petit peu plus d'emphase sur baser ton couple après ou de remonter ta business parce que tu ne peux pas exceller dans tout. Tu ne peux pas être un bodybuilder dédié à 100% puis être un workaholic à la job puis être le meilleur papa du monde, le meilleur chum du monde. Puis, tu sais, à un moment donné, il y a des sacrifices. Faut que ça... Il y a des affaires qui vont baisser, des affaires qui vont monter parce qu'on met plus d'emphase dessus. Fait que ça serait le fun si on aurait de l'énergie à plus finir et être 100% sur tout, mais c'est juste pas le cas. Il faut qu'on fasse des choix. Fait que le bodybuilding, oui, c'est très, très, très égoïste, mais si c'est ton but de faire la compétition, tu n'as pas le choix. Si ton but, c'est d'avoir une shape pour être plus cool sur la plage, mais que tu vis le style de vie d'un bodybuilder professionnel, puis que ta famille n'en prend un coup, là, c'est pas une bonne idée. Là, t'sais. Les abdos sur la plage ne méritent pas que tu négliges ta blonde ou tes enfants ou ta job ou ton partner ou peu importe. Fait que, si tu t'en vas faire des concours, ben, soit que tu as un partner super compréhensif qui est là à t'appuyer et dire OK, bébé, je vais te supporter, puis je vais peut-être t'aider à faire tes lunchs, puis t'aider un peu, mais après, on peut-tu aller dans le sud une couple de semaines, puis tu t'occupes de moi. C'est une question de balance dans la vie. Il faut que tu balances les affaires. Mais ça me fait penser à. C'est dans ton entraînement, puis rien que ça qui importe. On envoie des gars dans le gym, ils n'ont rien dans la vie, ils ont l'entraînement. Ils n'ont pas de blonde, ils n'ont pas de chum, ils sont sur le BS ou ils travaillent juste assez pour se remettre dans le tube BS pour qu'ils puissent s'entraîner. Dans quel but? Je ne sais même pas. C'est juste pour ouvrir une insécurité, mais ils n'ont pas vraiment de but. Ils ne compétitionnent même pas. Ils font juste ça parce que c'est ça que j'aime faire. Correct, c'est ton choix. Tu as le droit de faire ce que tu veux dans la vie, mais en quelque part, si tu as une famille en plus de ça, puis elle l'écope à cause de tes choix, ben là, c'est pas le fun. Là, c'est pas cool. Reste seul dans ce temps-là, puis fais ce que tu veux, c'est correct. Mais si ça baisse la qualité de vie du monde alentour de toi, ben, recalibre. C'est sage. Est-ce que tu l'as appris ça, mettons, par l'expérience? Parce que je sais que ce concept-là aussi, il en parle beaucoup dans The One Thing, où est-ce que justement tes différentes sphères de ta vie, ton couple, être parent, ton travail, tes loisirs, puis tout ça, c'est comme toutes des balles avec lesquelles que tu jongles, puis il y en a certaines que tu peux échapper de temps à autre, puis les reprendre. Est-ce que tu l'as appris ça un petit peu à tes dépens ou tu as juste bien assimilé la leçon dans le livre, puis tu t'es dit, parfait, je ne vais pas en dropper une qui est trop fragile, tu sais? Oui. Ben, c'est sûr que tu as un apprentissage, des fois, il y a des choses qu'il faut que tu vis pour le comprendre. Il y a des choses. C'est comme tout le temps dit à mes enfants, quelqu'un d'intelligent va apprendre des erreurs des autres. Quelqu'un d'intelligent va apprendre de ses propres erreurs. Quelqu'un de super intelligent va apprendre de l'erreur des autres. Fait que, comme Charles disait des fois, il dit j'ai pas besoin d'un coup de pied d'un chenol pour savoir que ça fait mal. Vivre ça, je le sais. Mais des fois, faut que tu le vives pour avoir tes leçons. Puis des fois, c'est que tu tombes là-dedans sans même t'en rendre compte. Puis quand toute l'affaire est finie, tu as quelqu'un qui dit hey, c'était pas drôle de vivre avec toi pendant tout ce temps-là. Puis je ne réalisais même pas. Des fois, tu es tellement dans tes affaires que tu ne vois pas le dommage que tu fais alentour de toi. Fait que des fois, oui, tu n'as pas le choix. Puis probablement que durant une couple de mes préparations de compétition, je ne serais peut-être pas nécessairement un cadeau. Mais tu apprends par tes erreurs, puis tu essaies de faire mieux la prochaine fois. Puis tu dis, bon, OK, ça l'affecte du monde autour de moi, je vais avoir plus attention. Mais c'est sûr que bodybuilding, la compétition à haut niveau, à un moment donné, il y a des sacrifices à faire, puis il y a des choses qui vont être pas qui devraient être. Pour ça, ben, des fois, tu répares des petits pots cassés, c'est normal. Mais c'est une bonne compréhension, tu as un bon support team, des fois, ça va aider beaucoup. Ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Je ne sais pas combien de temps tu avais devant toi, Larry. Peu importe. OK, parfait. Si on pourrait... En fait, il y a une chose que je voulais savoir. Tu as parlé tantôt de tes rêves, justement. Puis là, je ne sais pas, tu es rendu à quel âge? Ça ne m'importe pas vraiment l'âge.
mais savoir est-ce qu'il y en a d'autres que tu veux accomplir encore? Parce que je pense que tu referas peut-être pas nécessairement d'autres compétitions. J'ai déjà entendu ça dans une interview que tu as déjà faite. Si ça a changé, ça a changé. Et mettons, qu'est-ce que tu as envie de faire là, pour le futur? Ben, les compétitions, je vais pas mal mettre un X là-dessus parce que je serais pas mal le seul avec une barbe blanche du stage. Fait que si je sortirais trop du lot, ce serait pas fair pour les autres. Donc, je vais avoir 50 ans dans 2 mois. Donc, mon but maintenant, c'est d'être en bonne shape à 50 ans. C'est sûr qu'avec cette année, écoute, on a une année assez rocambolesque au point de vue de qu'est-ce qui s'est passé avec les gyms et tout. Moi, au début du premier confinement, je suis entraîné comme un malade avec ma copine. Elle a continué. Elle est tellement mindée. Je l'admets tellement. Elle ne manque pas un workout, même si elle est brûlée, elle est dedans. Moi, j'ai plus de misère à suivre. L'excuse que je me donnais pendant un bout, je disais, écoute, ça fait 30 ans que je m'entraîne non-stop, j'ai le droit à une couple d'années off, là, je l'ai mérité, tu sais. Mais je me suis rendu compte qu'en arrêtant de m'entraîner, les blessures commencent à sortir. Donc là, mon bas de dos, il est scrap. Donc là, j'ai recommencé à m'entraîner, là, ça va bien, je vais garder le beat. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Ben, c'est me remettre en shape. Pas que je ne suis pas en shape, mais reprendre un petit peu de ma shape que j'avais pour mes 50 ans qui arrivent dans 2 mois. C'est sûr que j'ai travaillé beaucoup, beaucoup sur amener ma business online. Je me suis pogné un associé, j'ai un partner super bon qui est vraiment le gars que je voulais avoir avec moi de mon côté. Puis on est en train de monter ça pour offrir à plus de monde la possibilité que je les entraîne, que je les aide. Et puis, c'est sûr que quand tu vas online, il faut que tu niches down. Donc, moi, c'est sûr, ma spécialité, c'était perte de poids, gain de masse musculaire pour monsieur, madame, tout le monde et aussi le monde de compétition. J'entraînais tout le monde. J'ai assez d'années d'expérience que je ne me suis pas spécialisé dans une chose spécifiquement. J'entraînais n'importe qui, gars, filles, hommes, femmes, adolescents, pour n'importe quelle raison, que ce soit performance, perte de poids, gain de poids. En ligne, je vais me baser sur le fait que, puisque je vais avoir 50 ans bientôt, ça fait déjà 10 ans que j'ai de l'expérience à être dans la quarantaine. Donc, je vais cibler les gars de 40 ans parce que c'est sûr qu'on ne s'entraîne pas de la même manière à 40 ans qu'on s'entraîne à 20 ans. Puis maintenant, bien, ça fait 10 ans que j'ai 40 ans, fait que je peux plus répondre aux besoins de ces gens-là. Donc, je vais donner l'autorité mondiale pour être l'entraîneur et expert pour les gars de 40 ans qui veulent avoir une shape finalement. Tu sais, il y a bien du monde qui se ramasse à 40 ans puis il se regarde dans le miroir puis il dit, tu sais, ça fait 20 ans que je m'entraîne ou 30 ans puis il me semble que j'aurais eu une meilleure shape à date. Tu sais, ils n'ont pas finalement atteint leur but. Fait que moi, je coupe la bullshit puis je leur donne exactement qu'est-ce qu'ils ont besoin le plus personnalisé possible pour qu'ils atteignent leur but finalement. Fait que c'est basé sur le monde. Ils sont écœurés d'essayer n'importe quoi puis ils veulent vraiment savoir c'est quoi la bonne affaire, c'est quoi les vérités. Là, puis je vais démystifier un paquet d'affaires pour finalement avoir les meilleurs résultats optimaux pour finalement atteindre leur but. Parce que non, c'est pas vrai qu'on dépérit nécessairement à 40 ans. On peut continuer à progresser ou même garder les progrès qu'on a. Parce que mon but maintenant n'est plus d'être 250 livres avec 5 de gras. Mon but, c'est plus un but de longévité. Donc, je veux continuer à m'entraîner le plus longtemps possible parce que les deux marqueurs de longévité sont ta masse musculaire et ta force brute. Donc, moi, je veux rester fort puis je veux rester le plus massif possible pour être le plus résilient possible pour que n'importe quoi qui va arriver dans le futur, je vais être capable de l'affronter et puis pas me laisser abattre. Puis je veux aider le monde alentour de moi à faire la même chose pour qu'on puisse développer une genre de communauté de gars de 40 ans qui a de l'air bien plus hot que les gars de 20 ans sur une plage, si jamais on a le droit de retourner sur une plage. C'est un beau résumé de qu'est-ce qui s'en vient. Est-ce que ton site est en ligne? Est-ce que tu fais ça présentement ou ça s'en vient? Ça s'en vient, ça s'en vient. Mon site, c'est sculpturephysiquecoaching.com en ce moment. Site qui est complètement désuet. Écoute, moi, je me suis lancé dans le temps du COVID. Je dois m'apprendre à faire mon site web sur GoDaddy. Fait que je l'ai fait. Ça m'a pris super gros du temps. J'étais bien content de l'avoir fait, mais il est fait tout croche. Fait que, non, tout ça va être changé bientôt. On n'a pas encore lancé. On veut vraiment
sortir de quelque chose qui est le plus hot qui se fait maintenant sur la planète, donner le meilleur service possible. Et on est en train de travailler là-dessus. Là. Ça s'en vient. Tu parlais là, que ton entraînement avait changé. On ne s'entraîne pas de la même façon à 40 ans qu'à 20, puis qu'à 30, puis qu'à 50 aussi. J'ai un peu Dorian Yates dans la tête là, qui s'est réinventé dans le yoga aussi. Est-ce que tu as des genres de pratiques comme ça que tu as ajouté à ton entraînement? Est-ce que tu t'entraînes le même nombre de jours par semaine, autant de musculation, autant de force? Qu'est-ce qui a changé? Les fréquences d'entraînement sont importantes plus que tu avances. Et puis, il y a beaucoup de choses qui changent, c'est ça, quand tu as un training age assez élevé. Donc, ça fait beaucoup d'années que tu t'entraînes. C'est sûr que ton entraînement n'est pas exactement comme au début. Au niveau de ton système nerveux, tu recrutes beaucoup mieux. Tes patrons moteurs sont beaucoup plus efficaces. Donc, tu n'as pas besoin nécessairement de faire trop de répétitions. Mais peut-être, tout dépendant c'est quoi ton but aussi. Là. Donc, l'entraînement tel quel, oui, la fréquence d'entraînement va être bien importante. Donc, 3 workouts par semaine, c'est pas assez adéquat. Il faut tout le temps peut-être plus de jours d'entraînement dans ta semaine que de jours off. Donc, si tu as une bonne capacité de récupération, parce que je mâche le temps d'entraînement avec ta capacité de récupérer. Donc, tu peux seulement t'entraîner aussi intensément que qu'est-ce que tu es capable de récupérer de. Donc, si ton sommeil est scrap, ton niveau de stress est élevé, c'est sûr que tu peux pas avoir le même volume d'entraînement que quelqu'un qui va être capable de récupérer de ça. Et puis, après ça, tu checkes au niveau des blessures, c'est un gros assessment que tu fasses de la personne parce que c'est comme un char usagé, mais là, il y a 40 ans d'usure. Puis là, tu veux le ramener un petit peu plus vite sur le quart de mille, ben, tu as plus de fine-tuning à faire puis déterminer exactement comment que le muscle fonctionne. Donc, les muscles du corps, j'ai tout le temps donné l'analogie avec mes clients, c'est comme tous tes muscles, c'est comme tous tes joueurs dans une équipe de football. Puis si tous tes joueurs sur le terrain font leur job, donc ils sont bien activés, tu risques de gagner le Super Bowl. Mais si tu as certains joueurs clés dans ton équipe qui sont sur le banc, donc tu as certains muscles qui sont désactivés par rapport à peu importe la raison, il y a plein de raisons pourquoi un muscle peut se désactiver. Ton corps est capable quand même de faire jouer la game. Donc, supposons ton exercice à faire, c'est un squat, mais tu as le carré des lombes puis un autre muscle qui sont désactivés, bien, tu vas être quand même capable de faire ton squat, mais tu ne seras pas capable de progresser par ton squat parce que ton corps, comme moins de défense, va t'empêcher de prendre la force parce qu'il dit, écoute, tu n'as pas tous tes joueurs étoiles sur le terrain en ce moment. Tu as une couple de remplaçants. Là. Les remplaçants vont te permettre de finir la game. Fait que tu vas être capable de faire ton squat, mais pense pas gagner le Super Bowl à soir. Fait que tu ne feras pas de PR dans ton squat tant et aussi longtemps que tous les joueurs vont fonctionner. Fait qu'on s'assure que tous les muscles sont bien activés pour que tu sois performant. Donc, on s'assure de tout rebâtir la mécanique pour que ton client n'ait pas de contraintes plus tard où il dit je ne progresse pas sur mon squat, ça fait 5 ans, je n'ai pas été capable de manquer. Il y a probablement un muscle impliqué dans ton squat qui ne fait pas sa job. Donc, on va trouver c'est quoi. Donc, le client nous envoie une vidéo de son entraînement, on l'assesse, c'est la meilleure chose qu'on peut faire tant qu'à ne pas être dans le gym à côté de lui pour faire son évaluation. Et puis, on est capable de déterminer le patron moteur et qu'est-ce qui sont le protocole pour améliorer, pour qu'il continue à progresser. Donc, c'est sûr qu'à 40 ans, il y a des blessures, donc on s'assure probablement de fixer les blessures le plus possible. Donc, on réfère à des spécialistes si on en a besoin. On s'assure que mécaniquement, il fonctionne bien. Puis après ça, on l'aligne dans la bonne direction. J'ai bifurqué à un moment donné. Je me souviens plus c'est quoi la question. Là. C'était juste par rapport à juste ton entraînement. Si toi, ça l'a changé, si tu as d'autres pratiques. C'est ça. Fait que oui, mon entraînement a changé. C'est sûr que je vais tout le temps préconiser les exercices de base. Là, on est à la maison, on n'a pas accès à un gym. Fait que c'est sûr que une bonne barre de chin-up et des dumbbells, puis soit un ballon suisse que tu peux te servir de banc si tu n'as pas un banc inclinable, tu es capable de faire bien les affaires. Fait que c'est sûr que on se casse la tête au début. Hey, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas de gym. Si ça, finalement, on se rend compte que tu peux faire bien les affaires si tu n'as pas beaucoup d'équipement. La raison pourquoi certains prisonniers qui ont 20 ans vont sortir super jack, ils n'ont pas grand-chose en dedans. Là. C'est juste qu'ils ont une constance d'entraînement, ils ont une fréquence, ils n'ont rien que ça à faire. Fait qu'ils, fréquemment, ils s'entraînent.
s'entraînent les exercices de base qui travaillent beaucoup de muscles. Donc, ils développent un physique qui est plus fort. Tu as des muscles qui vont travailler ensemble en équipe à place de tout le temps isoler chaque muscle. Mais si ton but, c'est juste l'hypertrophie pour être le plus gros possible, OK, tu peux faire des aliments, mais tu n'auras pas un physique aussi solide. Donc, si tu es plus vieux, tu arrives pour tomber, tu n'auras peut-être pas la force excentrique pour retenir le fait que tu tombes, puis tu risques de tomber. Puis, l'entraînement pour l'ostéosporose, la densité osseuse, c'est important. Fait que souvent, tu entends dire, ouais, le gars il a tombé, puis il s'est cassé une hanche. Souvent, le gars il a marché, sa hanche a cassé, puis c'est ça qui l'a fait tomber. Tellement que les os, des fois, deviennent faibles. Fait que c'est quoi la meilleure chose pour ça? Ben, c'est l'entraînement, la force, la résistance, des poids pesants pour augmenter la densité osseuse. Fait que mon entraînement, c'est pas mal des exercices de base pour le dos, des chin-ups, des dumbbell rows. C'est assez de base, mais ça ne prend pas grand-chose pour truquer ton cerveau à penser que c'est un autre exercice. Tu sais, les changements de grip, les changements d'angle fait que c'est un recrutement différent d'unité motrice. Fait que ton cerveau, lui, pense que c'est carrément un autre exercice. Fait que tu as fait un incline dumbbell press à 45 degrés, puis après ça, tu le fais 3 semaines plus tard à 35 degrés. C'est deux exercices différents. Oui, c'est le même exercice, mais l'angle est différent, donc ton corps pense que c'est complètement différent. Donc, tu n'as pas beaucoup de besoin de faire 56 000 différents exercices pour viser un certain muscle. Certains changements d'angle fait que, c'est différent. Tu peux jouer au basketball avec une certaine compagnie de semelles de souliers, puis tu vas changer ton pattern ou ce que tu n'as pas la même semelle, puis c'est un recrutement différent de motrice sur toute la chaîne. Fait que ça ne prend pas grand-chose. Fait que l'entraînement, on s'est rendu compte que tu as bien les horaires que tu peux faire chez toi. Puis, fait que c'est l'exercice de base, rien de bien fancy. C'est juste l'exécution de mouvement qui doit être parfaite. Donc, moi, j'étais un gros sucker sur la forme et puis l'amplitude de mouvement soit pleine. Si tu fais la moitié du mouvement, tu as moitié des résultats. Donc, c'est moi, l'étirer le muscle et le contracter, c'est important pour moi. Là, fait que, en place de je ne peux pas faire 50 chin-up, mais je ne vais pas jusqu'en bas. Découpe carrément ton épaule en bas, va complètement jusqu'en bas, puis tu n'es pas capable d'en faire 8 là, pour du temps. Oui, puis souvent, je pense que ce besoin-là aussi là, de varier vient beaucoup de juste d'un besoin de varier, d'un besoin de faire nouveau. Puis je pense que quand tu veux tellement varier, parce que les exercices de base, c'est selon moi aussi le best. Puis la raison pourquoi je ne me tanne pas, c'est que je continue d'apprendre, puis je continue à le peaufiner tout le temps. Puis je continue à m'améliorer dedans. Mais des fois, j'ai l'impression que faire plein d'exercices, c'est bon pour ta tête parce que tu ne te rends pas compte que tu t'améliores dans rien. Tu sais. Ouais. Changer 4,30 sous pour un Looney, des fois, c'est pas optimal. Fait que c'est bon de faire du changement. Tu n'as pas grand changement à faire la plupart du temps. C'est juste peut-être quelques petits ajustements. Ça va faire la grosse différence du monde. Mais c'est sûr qu'un break mental, de faire des. Tu arrives un gym avec des machines, c'est le fun des fois faire du leg press et du hack squat, là, mais tu n'as pas nécessairement besoin de ça. Tantôt, tu parlais que l'humain a besoin du mouvement dans sa vie, puis que c'est probablement ce qui le rend humain. Est-ce que tu fais une différence entre mouvement et entraînement? Ben, l'important, c'est que le monde bouge en premier lieu. Fait que si tu es sédentaire, fais n'importe quoi, fais de la marche, c'est déjà une étape. C'est sûr que le plus optimal, je trouve, c'est l'entraînement physique avec des charges. Justement, pour les raisons de l'ostéosporose, la force, la longévité, la force excentrique, masse musculaire, tout ça, je trouve que c'est le mieux parce que je pense que le corps a été fait pour ça. Le corps a été fait pour du stop and go, n'a pas été fait pour faire une activité à basse intensité pendant bien longtemps. Faire des marathons, des décathlons, c'est super intense. C'est cool, c'est formidable, mais c'est peut-être pas la meilleure chose au niveau santé. Tu parles à un cardiologue, puis tu dis, bon, moi, je fais des décathlons puis des Ironman, il va s'inquiéter pour ton cœur, mais tu as un bon cardiovasculaire, fait que tu dois être en santé. Au niveau élite, où ce que tu es en train de gagner des Ironman, ton risque de maladie cardiovasculaire va être augmenté. Fait que le corps est fait pour du stop and go, puis oui, je prône pour ma paroisse parce que je suis un strength coach depuis 30 ans. Fait que je trouve que c'est ce qui est vraiment plus optimal. Puis, mais je le crois vraiment. Tu le pratiques aussi, tu l'incarnes.
oui, tout le monde devrait lever des poids ou avoir une job physique parce qu'on était fait pour ça, tu sais. Ça fait pas bien longtemps qu'on a l'industrialisation, puis maintenant on a la robotique. Fait que le monde va bouger de moins en moins. Fait que maintenant, c'est juste important qu'ils bougent. Que tu fasses n'importe quoi, bouge. Puis après ça, ben, essaie de faire un petit peu plus jusqu'à idéalement venir à lever des poids et des charges plus lourdes avec des mouvements intéressants comme des deadlifts, des squats, choses comme ça. Ça va être plus optimal. Mais l'important, c'est de bouger, peu importe c'est quoi. Fait, il y a différentes étapes. Tu n'as pas besoin de passer de couch potato, Homer Simpson, à t'inscrire à Westside Barbell Club et lever des poids super pesants. Tu sais, aller par étapes. Tu sais. Mais fais quelque chose. Tu sais. Faites quoi? Le monde, on les pousse développer. C'est fou, mais Ouais. ça. Hey, ça, tu parlais de l'ère industrielle un peu, que ça fait pas si longtemps que ça. Puis je pense que c'est là que ça va être important d'avoir des coachs qui se tiennent up-to-date puis qui nous apprennent un petit peu à vivre dans ce nouveau monde-là. Parce qu'on a une façon de vivre qui est vraiment pas naturelle. Puis on a justement aussi des toxines qui sont pas naturelles. Là. Fait que, apprendre à revivre dans ce monde-là, je pense que justement, les gens vont pouvoir aller puiser des ressources chez vous, chez nous, dans une industrie vraiment de la santé qui est là pour les optimiser, eux. C'est ça. Dans le fond, notre job d'entraîneur, c'est faciliter la job pour ceux qui veulent des résultats, puis cut the riff-raff, enlever qu'est-ce qui n'est pas bon, puis dire, bon, mais gars, on va faire une évaluation complète, puis on va te donner exactement qu'est-ce que tu as besoin pour mieux performer, mieux te sentir, avoir une meilleure estime de soi, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. On facilite la job pour ceux qui connaissent juste pas ça. Mm-hmm. Chacun ses affaires. Moi, en ordinateur, je suis pourri. Fait que, si je veux m'informer là-dessus, ben, je vais demander à quelqu'un qui est un spécialiste là-dedans. Si tu veux te mettre en forme, ben, aller voir un spécialiste là-dedans, à la place de juste aller dans le gym puis faire ce que le gars à côté il fait, ou aller sur Internet puis voir du monde qui ne sont pas vraiment crédibles. Mais il y a du monde qui ont bien des followers, fait que ça devient soudainement des experts, mais ils ne sont pas nécessairement. Fait que check le track record, check, poser les bonnes questions, puis après ça, nous, on marche souvent par référence de clients, donc moi, je n'ai jamais fait de publicité nécessairement, c'est du bouche à oreille. Quelqu'un a des bons résultats avec moi, il en parle à une certaine personne, ça devient un nouveau client pour moi. Fait que c'est comme ça, mais poser les bonnes questions, avez-vous, le gars a-tu eu des résultats ou c'est un gars qui a bien des followers, mais finalement, il n'a jamais entraîné personne, puis il y en a encore lui. Fait que c'est juste poser les bonnes questions. On est beaucoup d'entraîneurs, on n'est juste pas capable de faire notre job maintenant dans les gymnases. C'est dommage parce qu'on est là pour aider le monde, puis le monde dans les gyms, on n'est pas ceux qui sont le plus touchés à être bien malade de cette affaire-là. Fait que c'est dommage qu'on ait les mains liées, qu'on ne peut pas pratiquer notre job puis aider le monde. Parce que, on aidera maudit du monde. C'est plate qu'il n'y a personne qui était dit, bon, mais en attendant qu'on trouve un vaccin qui marche, là, montez donc certaines vitamines. Là, faites donc des meilleurs choix de bouffe pour vous donner une chance au moins. Comme ça, si tu le pognes, ben, tu vas peut-être juste perdre l'odorat, mais si ta santé métabolique n'est pas apte à bien dealer avec ça, mais tu risques d'être super malade puis peut-être être fatal si tu as déjà des prédispositions. C'est juste se rendre plus résilient. C'est encore là, comme on disait tantôt, ben, la vie, c'est un cadeau. Ben, qu'est-ce que tu en fais de ce cadeau-là? Ben, prends-en soin pour que si tu as des choses comme ça dans la vie qui arrivent, tu vas être capable ben, tu te donnes une meilleure chance de pouvoir le combattre puis que ça passe mieux que dire, bon, ben, moi, je vis au jour le jour, puis je me fous de ce qui va arriver demain, puis tu sais, blablabla, je mange qu'est-ce que ça me tente, puis j'ai une vie de marde, puis moi, c'est juste le vice, puis la gratification immédiate. Puis là, ben, puis quelque chose comme ça arrive, puis là, ben, hey, restez chez vous, puis là, les mots, tu sais. Non, si tu étais fort en partant, probablement que ce serait moins grave. Mais là, tu trouves ça grave parce que tu sais que probablement tu es trop faible que si jamais tu le pognes, tu ne seras pas capable de le combattre. Fait que là, toi, tu espères un mot du bon vaccin. Hein? Ouais. En tout cas, dans un monde parfait, on ne serait pas supposé. Là.
Ouais, ça montre deux choses. Ça montre que soit on sait vraiment pas c'est quoi la santé puis comment l'entretenir au niveau du gouvernement, ou ça prouve qu'on n'a vraiment pas d'intérêt à entretenir la santé des gens. J'aime mieux ça. J'aime mieux penser qu'ils ne savent pas c'est quoi encore, là, mais quand même, Ils c'est savent pas. Ben, comme n'importe quoi, il faut que tu t'informes. Il ne faut pas que tu prennes pour du cash que ce que les autres te disent. Fait que ta santé, il faut que tu t'informes, puis faut que tu t'en préoccupes. Il faut que ce soit un point de concern, pour que, Colin, tu sois le plus fort possible, pour que, justement, quand tu fais face à des affaires-là, que ce soit rien, là. Ouais. Tu devrais vouloir un petit peu, justement, te donner la chance de vivre la vie que tu peux vivre. Oui, oui. Pour être, ben, tu sais, tu as déjà donné pas mal de ton temps, mais j'ai une couple de questions rapid fire si on veut, mais tu y réponds autant de temps que tu veux. Oui. Peut-être finir là-dessus. Tu as parlé tantôt que tu faisais du snowboard, du skate quand tu étais jeune. Est-ce que tu as une passion présentement qui est un peu méconnue des autres? Oui, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui savent ça. Moi, il y a bien des années, j'avais vu un spécial à la télé avec David Blaine. Il faisait du street magic, puis j'ai trouvé ça, aïe, c'est débile. Puis un de mes bons amis a déjà travaillé pour une agence de magie à Montréal, puis lui-même est un excellent magicien, mais il n'a jamais voulu devenir magicien, mais il connaissait tous les trucs, puis il voyait ça, puis il disait, ah ouais, puis il connaissait le truc, puis il ne m'a jamais dit les maudits trucs, puis ça me tricotait. Fait que j'ai une petite passion pour de la magie, mais je ne pratique pas du tout. C'est comme j'apprends le truc, puis on dirait que ça me satisfait assez que la magie n'est plus là. Fait que la magie, là, c'est le fun quand tu ne sais pas comment que ça se fait. Là, c'est vraiment magique. Quand tu sais comment ça se fait, la magie n'est plus là, fait que ça devient moins intéressant. Donc, je ne pratique pas la magie parce que c'est beaucoup de pratique. J'ai juste pas le temps de le pratiquer. Si il serait plus d'heures dans une journée, peut-être que je consacrerais un petit peu plus de temps là-dessus. Mais oui, la magie, c'était une petite passion que j'avais. Je connais un paquet de touches, un paquet de. Mais je ne les pratique pas. Puis vous ne me verrez probablement jamais pratiquer ça. Mais j'ai fait un bon tour. Quand j'ai été donner un séminaire en Australie, j'avais été capable d'ouvrir, trouver le passcode de la femme du propriétaire du gym. Clean Health Institute. C'est un passcode de 6 chiffres, puis j'avais été capable d'ouvrir son téléphone. Donc, je pense qu'il pense que je suis un genre de voodoo malade mental en Australie. C'est correct. Garde ça de même. Ouais. Une chose par rapport aussi à justement à l'éducation, la nutrition, une chose que tu pensais vraie, que tu appliquais, puis mettons, v'là 6 mois, qui aujourd'hui n'est plus vraiment vrai pour toi. Est-ce qu'il y a ça ou j'ai mis un time-lapse, mais c'est pas obligé d'être. Vrai, pas vrai. Comme quelque chose. Bonne question. Laisse-moi réfléchir. C'est sûr qu'avec le temps, il y a longtemps, il n'y a pas 6 mois, là, mais il y a plus longtemps que ça, on cherchait la meilleure diète, puis qu'est-ce qui fitterait le mieux. Fait que là, écoute, les diètes keto, on fait 20 ans qu'on travaille avec ça, nous autres. Là. On pensait qu'il y avait vraiment une meilleure diète qu'un autre pour un paquet de raisons, puis on s'est rendu compte, pour avoir des résultats sur la perte de gras, carrément, c'est un déficit calorique, tu vas pas mal atteindre ton but. Là. Il y a plein de choses qu'on pensait que c'était primordial, que tu manges absolument 6 repas par jour, puis que tu ne peux pas manger en aller te coucher, puis le sel, c'était pas bon. Il y a plein des affaires qu'on faisait tout croche. Fait que le sel, c'en est un. Maintenant, on sel comme des malades. Puis on s'est rendu compte que ton corps va retenir de l'eau s'il est désensibilisé au sodium. Fait que si tu ne mets jamais de sel, puis tu manges une pointe de pizza, puis le lendemain, tu risques d'être une coupe de livres de plus pesant, puis un petit peu plus puffé en dessous des yeux, parce que ton corps n'est juste pas habitué d'avoir du sel. Fait que le corps, c'est comme adapté. Mais quand que ton corps est habitué à avoir du sodium tout le temps, tu ne retiendras plus d'eau entre la peau et le muscle, tu vas retenir de l'eau dans le muscle, tu vas mieux hydrater ton corps, puis tu vas paraître un petit peu plus cote, puis plus veiné parce que ton volume sanguin va augmenter. Fait que couper le sel, même avant les compétitions, on faisait ça dans le temps, on ne fait plus ça à cette heure. On garde le sel constant. Pour les compétitions, des affaires de déshydratation extrême, on ne fait plus ça à cette heure. On comprend mieux la physiologie et comment le corps fonctionne. C'était des hit and miss. Des fois, ça marchait super bien, mais on s'est rendu compte que
y a bien des affaires qu'on faisait souffrir le monde. Pas mal Pour rien. rien. Est-ce que par rapport à ça, justement, sans trop élaborer, mais est-ce que tu sais la quantité de sel qu'on devrait manger dans une journée? Tu sais, qu'est-ce qui serait normal? Tu sais, parce qu'il y en a beaucoup encore qui ont peur de ça. Tu sais. C'est différent pour chaque individu. Je ne prendrais pas plus que 10 grammes de sel par jour, là, mais en même temps, c'est constant. Mais quand même, quand la recommandation de Santé Canada, c'est 2,4. Là. Ouais, ben, tu sais, tu peux aller facilement à 4-5. Ben oui. Facilement. C'est individuel, tu joues avec, mais l'idée, c'est d'être constant. Fait que, tu prends ton sel malayen avec la crinque, là, fait que je dis à mes clients, ben, si tu mets 8 crinques par repas, ben, mets tout le temps 8 crinques par repas. Ils boivent peut-être même en quantité d'eau. Comme ça, tu n'auras pas des fluctuations comme les femmes peuvent l'avoir avec le cycle menstruel. Là, des fluctuations d'eau, c'est comme all over the place. Les gars, on est capable d'être un petit peu plus stable. Fait que quand ton eau stable, ton sel stable, mais quand tu vois que ça balance, c'est un petit peu plus précis sur qu'est-ce qui est quoi. Merci. puis ben, pour finir pour moi, puis je ne sais pas si Sam, tu vas avoir une question après, là, mais mettons les livres, tu as parlé de The One Thing tantôt. Est-ce que soit un de tes livres préférés à toi ou un livre que tu as aimé donner à des gens là, que tu trouves qui est assez universel, que tout le monde devrait lire? Tu sais? Un livre que j'ai relu, mais j'ai réécouté, j'ai lu en audio, c'est quoi, 59 Things, 59... Ça, c'est ça, 59 Things. Ma bibliothèque est couverte parce qu'on est en train de faire des rénaux chez nous. Mais c'était un livre qui était basé sur tous des tests qu'ils ont fait, des choses qu'ils pensaient être vraies, puis qu'ils ont fait les tests, et puis ils se sont rendus compte qu'on était carrément dans le champ sur bien des affaires. Je vais vous en donner plus de détails. Un autre livre, j'ai tellement des livres de marketing ces temps-ci, fait que ça, c'est vraiment pas intéressant. Ben quand même, je pense que des fois, les livres de marketing, tu peux te rendre compte à quel point le marketing, c'est puissant, puis comment il y a des stratégies pour rentrer quelque chose dans la tête des gens. Ouais. C'est quand même intéressant. Moi, le dernier livre que j'ai lu, c'est The Art of War de Sun Tzu. C'est pas ben, sinon, ça sera ça. Si jamais tu retrouves le titre, tu me l'enverras. Moi, ça m'intéresse. C'est 59 choses, mettons, par rapport à la santé ou par rapport au monde en général? Tu sais? Au monde en général. OK. Cool. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, bien vieillir? Bien vieillir, c'est être capable de faire ce que tu fais sans dépérir. Puis, qu'est-ce que c'est vieillir? C'est voir des enfants s'épanouir aussi. Moi, j'ai accompli pas mal de choses que je voulais accomplir, puis maintenant, je regarde mes filles s'épanouir, puis je suis très au bout. Pour moi, vieillir en ce moment, je veux juste être capable de faire ce que je suis en train de faire pendant super longtemps encore. C'est juste ça. Cool. C'est simple. Exact. Puis, pour terminer, est-ce que tu as un endroit justement que les gens peuvent te rejoindre pour tes services ou je ne sais pas si tu veux mettre quelque chose de l'avant? Sculpturephysiquecoaching.com, c'est le site web qui va être changé, mais là. Mon Instagram est LarryV71 et puis Facebook, c'est LarryVnet. Okay. Bon, parfait. Ben, merci Larry d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. J'espère qu'on va se reparler. En tout cas, c'était vraiment... extrêmement généreux de ton temps, puis vraiment, vraiment des belles insights sur la vie puis sur l'entraînement aussi, que je suis sûr et certain que les gens vont apprécier. Ça m'a fait plaisir.